Salam alaikum Zulfillaoun, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau thème Scan. Je vous dis le titre de l'émission tout de suite, Coupe du Monde 2022 vers un nouveau football, point d'interrogation, on se pose la question, est-ce que nous allons vers un nouveau football? Et d'abord, une petite présentation par Rihab. La finale de la Coupe du Monde aura lieu demain, dimanche 18 décembre. Mais quel qu'en soit le champion, elle aura déjà tenu toutes ses promesses et plus encore, puisque de nombreux experts et d'autres initiés avaient pronostiqué une bérésina, considérant que le petit Qatar ne pouvait pas organiser une telle manifestation dans des standards aussi exigeants. Ils auront eu tout faux. Cette édition s'est jusque-là déroulée dans les meilleures conditions. Le petit Qatar a réussi un véritable prodige. Pourtant, et alors qu'une très large reconnaissance était attendue de la presse, une partie de celle-ci s'est répandue dans une stigmatisation contre le pays organisateur qui a souvent frisé l'hystérie. Nous en verrons quelques images au cours de l'émission. Et c'est à se demander ce que sont les motivations profondes de cette véritable campagne de dénigrement trop bien orchestrée pour être le produit du hasard. Mais la bonne nouvelle est que les opinions publiques se sont révélées beaucoup moins perméables à ce genre de stigmatisation que d'habitude. La haine n'est pas passée, bien au contraire, puisque les réseaux sociaux et le public dans les stades se sont manifestés des attitudes amicales, tout particulièrement à l'endroit de l'équipe marocaine qui avait créé la surprise, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'un pays arabe, amazigh et africain arrive en demi-finale. Une performance unanimement saluée et qui a soulevé l'enthousiasme des peuples du Sud, comme on dit. Quelque chose de nouveau vient de se produire dans un monde jusque-là figé. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gamel Bina, analyste politique, fondateur du mouvement des droits civiques. Gamel, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Karim Naïtou Slimane, analyste politique, enseignant à l'université Paris Descartes. Karim Naïtou Slimane, merci d'être des nôtres. Bonsoir Djemeldine, merci de l'invitation. Bonsoir à vos chers invités. Bonsoir aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Merci. Docteur François Deros, médecin, expert judiciaire, président de l'association Justice et Droits sans frontières. François, merci d'être de nôtres. Bonjour Djemeldine, bonjour à vos téléspectateurs, à tous vos invités également. Merci. Alors, François Deroche, si nous commencions par vous, Qatar, est-ce que ça a été mission impossible? Est-ce que ça a été mission accomplie? Même si la Coupe du Monde n'est pas encore finie, mais le plus gros a été fait. À votre avis, ça s'est passé comment? Aujourd'hui, on peut dire, sans rougir, que le Qatar a organisé, probablement, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la FIFA qui dit la plus belle Coupe du Monde depuis que la Coupe existe, c'est-à-dire 1930, avec la première Coupe avec l'Uruguay. Donc on peut dire aujourd'hui que le Qatar, ce petit pays, a su démontrer par les actes, et non pas ce ne sont pas des opinions, des sentiments, ce sont des faits. Il a construit des stades qui étaient sécurisés, de beaux stades, une belle architecture et surtout du beau football. Et puis aujourd'hui, on a quand même le résultat. On a pour la première fois une équipe arabe qui arrive en demi-finale.
Et puis quelque chose encore rare qui n'est jamais arrivé, qui arrive pour la première fois, c'est que depuis la création de la Coupe du Monde, en huitième de finale, il y a tous les continents qui sont représentés. C'est-à-dire aujourd'hui, on a tous les continents qui sont représentés. Cette Coupe du Monde, on aura l'occasion d'en parler, mais elle a fait quand même, moi je n'ai pas été payé par le Qatar pour dire que comme on a reproché aujourd'hui pour le Parlement européen, je pense qu'il y a quand même énormément de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, au Qatar, on n'a plus cette kafala, c'est-à-dire que cette garantie, cette caution que tout travailleur étranger devait avoir pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, au Qatar, nous avons un salaire minimum. Au Qatar, nous avons, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale du travail qui le dit, et qui dit que les conditions de travail des travailleurs ont amélioré par rapport à avant. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas voir il faut voir ce que le pas de géant qui a été fait par ce petit pays qui est le Qatar, et qui a fait tout ce qu'il fallait faire pour améliorer le quotidien de ses travailleurs. Bien sûr, nulle œuvre n'est parfaite. Il y a des choses encore à faire. Mais est-ce que les conditions de travail, même ici en France, en Europe, est-ce qu'elles sont optimales, idéales? Non, je ne le pense pas. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, mais le Qatar a fait déjà beaucoup de choses. Mais écoutez, moi personnellement, je ne suis pas un connaisseur de football et encore moins de ces événements, de la Coupe du Monde et tous les grands événements sportifs qui s'organisent. Je ne suis pas ça de près. Mais par contre, d'après l'impression que j'ai, en tout cas ne serait-ce que sur ce que je vois à peu près sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur aussi les quelques matchs que j'ai vus, parce que cette fois-ci, comme il y a eu parfois des challenges intéressants, j'ai suivi par exemple les 2 derniers matchs du Maroc. Première équipe africaine à atteindre la demi-finale. J'ai vu aussi quelques rencontres qui est un peu de pays forts en football. En tout cas, j'ai constaté que effectivement, côté organisation, c'est un événement réussi. Donc on n'a pas vu de débordement, on n'a pas vu de problèmes comme ça qui sautent aux yeux. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce coup de génie politique et diplomatique que le Qatar a réussi. Parce que je pense que pour un pays comme le Qatar, qui n'a pas de problème de trésorerie pour aller vite, l'objectif derrière une organisation pareille, ça n'est pas la rentabilité financière, même s'ils ont quand même... Ils gagnent de l'argent derrière, ils gagnent de l'argent d'une manière directe et indirecte aussi par les infrastructures, par tout ça. Mais je pense qu'ils ont réussi quand même un vrai coup, pour le coup politique et diplomatique, parce que ils ont réussi en quelques semaines à, malgré la campagne de diabolisation nous allons parler, qui a été menée, et surtout qui a été menée depuis très longtemps, même avant l'organisation de cette Coupe du Monde. Ils ont montré, ils ont apporté quelque chose qui est très très fort, qu'ils ont posé désormais, et avec lequel le monde doit compter dorénavant, doit composer dorénavant, qui est cette autre image, pour ne pas dire nouvelle, parce qu'elle n'est pas nouvelle, elle a toujours existé, mais cette autre image de l'homme musulman qui vient jouer dans la cour des grands, quoi. Pas seulement, mais qui vient se positionner au niveau médiatique, d'abord par son humanisme, par son humanité, c'est-à-dire par le fait qu'il partage déjà, on découvre, parce que certains disaient que le Qatar n'est pas un pays du football, ils n'ont pas de tradition footballistique. On découvre que le Qatar et tous les pays arabes de la région sont déjà de grands amateurs de football. Et aussi, donc, il partage avec toute l'humanité cet engouement pour ce sport qui est numéro 1 mondial. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé, pourquoi je parle d'un beau coup qui a été fait, c'est qu'il faut savoir que toute cette région, et il faut le dire directement, après le football, l'islamophobie, l'islam-bashing est devenu le sport national dans plusieurs pays, notamment en Europe.
On voit toutes les campagnes qu'il y a eu en France, par exemple, pour la diabolisation des musulmans. Et donc là, tout d'un coup, le monde découvre un monde musulman. Je ne dirais pas arabe parce qu'il n'y a pas que... Parce que le qualificatif arabe, justement, a été utilisé pour dénigrer un peu les musulmans avec des procédés narratifs très, très complexes. Mais en tout cas, le Qatar a réussi à montrer au monde un monde musulman qui était humain, qui partageait son humanité avec le monde entier, avec ses passions, avec ses désirs, et surtout que les musulmans, laissez-moi faire un raccourci, ne pensent pas à se faire exploser tous les jours dans le premier carrefour qui se présente. Ce sont des gens qui sont là pour vivre, et le radicalisme existe, mais puisque c'est du radicalisme, et comme ça existe dans toutes les religions et dans toutes les sociétés, ce sont des partis infimes qui ne sont pas représentatifs. Et donc là, le Qatar a réussi à montrer cette image d'un monde musulman qui est réellement en phase avec l'humanité et même, parfois, on avance sur certaines choses. Et j'espère qu'on aura le temps d'en parler calmement et surtout intelligemment pour aller au fond des choses et comprendre tous les enjeux qui sont derrière cet événement. Je le répète, je ne suis pas un amateur de football. Ceux qui me connaissent et qui me suivent savent que je n'ai vraiment rien à faire avec le football, même avec le sport en général. Mais là, pour le coup, il y a eu quelque chose d'important qui a été posé. Gamal? Pour ma part, il y a plusieurs éléments qui viennent d'être nommés. D'abord, la question, effectivement, du Qatar bashing. L'objectif, c'était de faire en sorte de diaboliser le Qatar, qui était, rappelons-le quand même, en danger il y a 5 ans, puisque l'Arabie s'apprêtait à attaquer le Qatar, pour des raisons de concurrence idéologique, hein, frères-musulmans contre wahhabisme. Mais ce qui a été donné là, c'est une démonstration que la haine raciste qui existe dans certaines sphères de la société occidentale et française en particulier, s'est exprimée de façon très large et de façon très appuyée. Le Qatar a démontré qu'il était en mesure de créer un événement extraordinaire en investissant 230 milliards dans des infrastructures totales, ce n'est pas seulement les stades, il a fallu construire le pays, dans un temps record, moins de 8 ans, dans des conditions qui étaient difficiles, dans un pays dont on dit qu'il n'est pas un pays du foot. Alors déjà, c'est très amusant comme disqualificatif, parce que le pays du foot, c'est quoi? C'est un pays qui pratique le foot, c'est un pays qui a une grande équipe, c'est pas pareil. Les États-Unis ne sont pas un pays du foot et pour autant, ils ont eu la Coupe du Monde en 1994 et ils vont encore en bénéficier à nouveau. Est-ce que ce pays a le droit de recevoir la Coupe du Monde puisqu'il n'est pas un pays du foot? Disqualificatif qui ne vaut rien. Est-ce que ce n'était pas un pari difficile pour un pays aussi petit, 50 fois plus petit que la France? Alors, ce n'est pas l'importance. À la limite, j'ai envie de dire que c'est mieux. Ce n'est pas la taille du pays qui compte, c'est les moyens. L'Afrique du Sud est un pays qui est grand, mais qui avait peu de moyens. Ils ont réussi cet exploit. C'est un pays du Sud. Alors, ils étaient rassurés parce que l'Afrique du Sud est pour partie gérée par des Blancs. C'est ce qui les rassure. Oui. Donc, il y a toujours ce référent raciste comme ça en sous-jacent. Le Qatar est un petit pays très riche. C'est la deuxième réserve quasiment mondiale de gaz, et surtout qu'il partage avec l'Iran. Et surtout, c'est un pays qui est central dans la région du Moyen-Orient. C'est un pays qui est civilisé. Ça, c'est difficile à entendre de la part des détracteurs qui disent que les pays arabes sont barbares, parce qu'ils aiment cette image de pays arabes barbares, qui sont devenus barbares, parce que la barbarie vient de l'Occident qui les a massacrés. Le Daesh en Irak, c'est le produit américain. Donc le Qatar rentre pas dans ces clichés-là. Ce Qatar est civilisé, sophistiqué, moderne, et surtout, il a démontré qu'il était capable d'organiser un événement dans les conditions les meilleures. C'est-à-dire que Marcel Desailly, pour prendre un joueur connu de l'équipe de France, Marcel Desailly a dit quoi de l'événement? Il a dit que c'était la plus belle Coupe du Monde qu'il ait jamais fait. Au moment où la journaliste en face lui disait « Non mais le Qatar c'est un mauvais pays, c'est pas bien, on ne peut pas leur faire confiance », eh bien il n'est pas tombé dans le piège et il dit « Non, c'est la plus belle Coupe du Monde ». Pour dire simplement, c'est qu'aujourd'hui on a un pays qui est dénigré pour des raisons qui sont de la jalousie et du racisme, qui sont basiques, qui est arabo-musulman. Alors moi, je ne réduis pas l'arabité à l'ethnie, ça ne veut rien dire. L'arabité, c'est une civilisation. Je l'associe à l'islam. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans le terme des ethnologues qui ont voulu racialiser le débat. C'est plus culturel, c'est une culture. Oui, c'est une culture. On fait partir d'une civilisation qui est magnifique, qui est riche, et c'est une civilisation qui était enrichie par les Iraniens d'un côté, par les Maghrébins de l'autre, par les Africains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter l'arabité en termes ethniques. Ça ne veut rien dire. Oui. La seule chose qui compte... Il faut parler, à mon avis, d'islamité, non pas d'arabité. Moi, je dis arabo-musulman parce que quand vous parlez d'arabité, là, vous êtes en train de... Non, je ne parle pas d'arabité, justement. Je suis en train de dire que c'est une civilisation arabo-musulman. Ça englobe beaucoup de choses. Moi, je préférerais, le qualificatif, c'est une civilisation musulmane. Oui, enfin, musulmane, c'est oui, mais Karim, beaucoup de pays arabes se sont reconnus, arabes ou dits arabes. Oui. Le Maroc lui-même, qui se dit arabo-amazir et qui se reconnaît dans cette identité. Oui. Je finis mon propos par rapport à ça, c'est que le côté inclusif de l'arabo-islamité
exclut l'arabité toute seule, parce que ça ne veut rien dire. Encore une fois, si on parle des Arabes, on s'arrête au Koresh, on ne va pas bien loin. Donc les Syriens ne sont pas arabes, mais se réclament de l'arabité. Les Irakiens ne sont pas arabes, mais ils ne se réclament. Ce n'est pas une question d'ethnie, encore une fois, parce que moi, le caractère ethnique, ça a été inventé par l'Occident pour diviser. Donc je réfute ça et je réintègre ce qui nous appartient. Je vais même encore plus loin. Beaucoup de gens de chez nous disent « Ah, il ne faut pas dire arabe parce que les Arabes, c'est les Orientaux ». Non, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont rien inventé. La civilisation a été enrichie par nous. On ne va pas leur faire cadeau de ce qu'on a fait. Donc vraiment, l'Espagne andalouse se dit arabe, pourtant c'est les Berbères qui l'ont conquise. Donc c'est une force que nous avons... Les Arabes et les Berbères. Donc vaut mieux, ce n'est pas que les Berbères. Donc vaut mieux pas attribuer de critères ethno-linguistiques. Parce que oui, mais vous mettez le critère linguistique. Et si vous rajoutez ça, il faudrait rajouter tout le reste. Moi, je préfère plutôt dire la civilisation musulmane, elle inclut a fortiori tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les langues qui ont contribué à cette richesse. Et ça nous permettrait vraiment de sortir par le haut de cette problématique qui nous freine sur beaucoup de choses. Karim, pardon, on échange. Bien sûr, il faut absolument. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas élargir en plus de musulmans, parce que beaucoup de peuples se sont réjouis qu'ils n'étaient pas musulmans, des Africains, bien sûr. Tous les pays du Sud, voire même les opinions publiques occidentales qui sont félicitées. C'est pour ça que moi je dis que le Qatar a réussi quelque chose, c'est de mettre toute cette région qui a été exclue par un travail profond médiatique pendant des années, le Qatar a réussi à replacer cette région-là, tout ce territoire, dans le territoire de l'humanité mondiale. Tout le monde s'est reconnu par le sport, en passant par le football. Et c'est intéressant. Et c'est là qu'il y avait un coup à jouer. Ils l'ont réussi. Très sincèrement, après qu'il y ait des problèmes, on en parlera tout à l'heure, il y a des problèmes, il y en a partout. Et il faut nommer les problèmes, mais il faut aussi parler des choses qui ont été réussies. Il y a un exemple juste important. Moi, je ne vais pas faire d'ethnicisation du débat, parce que ça, c'est les termes occidentaux qui ne m'intéressent pas. Je pense civilisationnel. C'est-à-dire, quand on dit que les Européens sont européens, il n'y en a pas qui vont dire non, on n'est pas européens, on est plutôt de l'Ouest. La question qui se pose, c'est quoi? C'est que les Qataris ont été attaqués pour deux raisons. La première, la jalousie, qui est évidente. C'est des pays modernes. Et ça, c'est difficile à avaler parce qu'ils ont transformé en moins de 20 ans, depuis le 11 septembre, des zones désertiques inintéressantes où les gens s'achetaient des robinetteries en or, en vrais pays modernes. Donc déjà, c'est une chose. Deuxième chose, ils ont associé la modernité à la tradition, qui est une tradition d'accueil, de civilisation, de beauté, de parfum, de bel accueil, de beaux vêtements. Toutes ces choses-là qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on voit les Arabes comme des arriérés, alors qu'en réalité, la civilisation a 1400 ans. Et pourquoi je parle d'arabité par rapport à l'islamité? Parce que c'est lié. C'est parce qu'on les a attaqués pas seulement pour l'islam, c'est trop réducteur, mais pour leur tradition arabe de la région qui est accueillante comme la nôtre, il n'y a pas de problème, je ne fais pas de distinction. Mais ce qui est important de rappeler, c'est quoi? C'est de dire que le Qatar a imposé par exemple une règle qui est formidable et qui doit peut-être, derrière, va être reproduite. Ils ont dit pas d'alcool. Ça a donné quoi? Il y avait pas de zone plus ou moins, mais pas d'alcool. Ça a donné que la Coupe du Monde s'est passée sans le moindre incident. La sécurité était totale, les gens y allaient tranquillement. Et ça, c'est un signe de civilisation. On leur a dit, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé au Yezel, par exemple, 39 morts parce que les types alcoolisés étaient des hooligans qui ont tué des gens, 600 blessés. Ce qui s'est passé en Angleterre, Hillsborough, où il y a eu quand même 96 morts. Ça, au Qatar, même pas un blessé, pas une bagarre, rien. Ça, c'était un signe civilisationnel qui compte. Et moi, je me réclame d'une civilisation qui a 1400 ans. Et on a la chance d'avoir ça. Et on ne peut pas dire seulement l'islam, parce que l'islam, c'est l'Indus, c'est l'Inde, c'est le Pakistan. On va très loin dans l'islamité. Là, eux, leur problématique, elle n'est pas islamique. Il y a des Arabes chrétiens aussi. Il y a des Arabes chrétiens, bien évidemment, et les Juifs. Vous ne direz jamais qu'ils sont nos frères aussi. Les Arabes juifs et donc, aussi. cette idée-là, c'est de dire on ne peut pas élargir la voilure à l'extrême, parce qu'il y a des zones qui ne sont pas concernées par ces problématiques. Qui s'intéresse à ce qui se passe du côté je sais pas moi, des musulmans du Bangladesh? Ils ne se posent pas ce problème, on ne les voit pas, ceux-là. Ils sont gentils. Alors que l'idée du musulman, dans la perception occidentale européenne, je précise bien, musulman égale arabe, ce qui est faux, on est d'accord, mais c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Et quand ils attaquent le Qatar, ils n'attaquent pas l'Algérie. La problématique, elle s'élargit. Donc, il faut faire très attention au fait qu'on doit lutter contre ça. Si on parle que du Qatar, pourquoi je dis, si on parle que du Qatar, oui, ce qualificatif est tout à fait valable. Le Qatar est un pays arabo-musulman. Mais si on étend cette problématique, quand on dit, par exemple, tout à l'heure, je sais très bien que votre invité l'a dit vraiment avec bonne intention, quand on dit le Maroc, c'est le premier pays arabe c'est pas une équipe que arabe. Parce que si on parle aussi dans ça, nous, on a l'habitude de discuter de ces problèmes politiques qui touchent toute la région. Il y a tout un travail à faire sur tous ces concepts lorsqu'on
parle de l'Algérie et qu'on parle, par exemple, pour nous, c'est une thématique qu'on connaît très bien et qu'on impose que l'Algérie est un pays arabe, je ne dis pas qu'elle n'est pas arabe, mais elle n'est pas que arabe. Elle est arabe et amazigh. Alors, pour moi, si on dit l'Algérie arabe, il faut dire l'Algérie arabe et amazigh. Mais mon avis à moi, si on veut aller loin pour sortir par le haut de cette problématique, on dit l'Algérie. Oui, mais parce qu'on ne dit pas la France latine. Moi, je on ne dit pas Oui, moi, je j'ai envie de dire simplement l'Algérie est un pays arabe, amazigh, africain. Oui, voilà. Et ça, c'est la richesse. C'est du plus. Alors, François, avant de passer à notre tour de micro. Moi, je rejoins Karim. En fait, aujourd'hui, d'ailleurs, quand on voit la civilisation arabo-musulmane, et si on veut voir 9 savants sur 10 étaient des noms arabes, c'était des musulmans, effectivement. Et puis je pense que il y a beaucoup plus de musulmans que d'arabes. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure, peut-être ma langue a fourché, mais parce qu'on a tellement répété, rabâché pratiquement tous les jours que c'est une équipe arabe. Certes, c'est une équipe arabe, mais effectivement, si on veut être exhaustif, il faut parler de civilisation musulmane, d'islamité. Ouais. Le monde arabe. Mais si on peut élargir l'éventail, dire c'est une équipe arabo-musulmane, c'est très bien, c'est parfait. Africaine, et c'est parfait encore. Où tout le monde se Oui, ça c'est très bien. En fait, moi, ce que j'essaie de dire, soit on élargit, et on est inclusif, on inclut tout le monde. Non, on élargit. Soit on prend un terme neutre qui ne crée pas de ressentiment, parce que nous, on a vécu ça très violemment dans la région, et ça s'est traduit. Vous prenez par exemple l'Algérie, c'est dit sur papier, c'est un pays, la langue officielle, c'est l'arabe et l'amazigh. Vous ne voyez aucun signe régalien en amazigh en Algérie. Ah, ça, c'est le débat, mais... Donc, mais là, c'est un sujet, mais je comprends Karim. Mais nous, on ne va pas être exclusif. On va dire arabo-musulman, amazigh, africain. C'est la première fois. C'est la richesse du pays, en fait. Absolument. Alors, il y a eu beaucoup de sympathie à l'endroit du Maroc, y compris du côté des opinions occidentales, qui ont vraiment manifesté beaucoup de... mais sauf que... Nous allons voir quelques images des télévisions d'une certaine presse qui était dans la stigmatisation, qui était, j'allais dire, dans la haine, pour dire les choses. Nous allons voir plusieurs passages de plusieurs journalistes et nous allons essayer d'en parler pour essayer de comprendre ce qui motive, ce qui impulse ce genre d'attitude pour le moins très malsaine. Alors, nous allons d'abord voir une autre vidéo qui est très courte, la 8. Vous allez être choqués. Eux considèrent, les gens qui ont commis je ne sais pas comment qualifier ce que vous allez écouter, de tout à fait banal, juste question d'en rire. Mais écoutez bien. Je vais vous faire marrer. Hier soir, je suis arrivé tard. Je me suis commandé un petit club sandwich et je crois que Thierry Roland était derrière tout ça. Voilà, comme ça, vous savez tout. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de souci, la ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de souci, la ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de souci, la ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Oui. Si on pouvait... Vous êtes au Qatar. Ça sera coupé au montage, mais c'est du direct. Ça sera coupé au montage, mais c'est du direct. Ça sera coupé au montage, mais c'est du direct. Bon, je ne sais pas comment prendre cette affaire-là. Je suis un peu démuni parfois, le modérateur que je suis. Il se marre. Alors, mais pourquoi toute cette haine? Pourquoi tout le monde évite de parler de ce véritable prodige, je le dis, moi personnellement je l'assume, du Qatar à avoir réussi avec une telle apothéose cette Coupe du Monde? Personne n'en parle quasiment. J'imagine que si c'était le contraire, ils ne se seraient pas gênés pour dire que c'est une bérésina. Alors que là... c'est un déferlement de racisme à peine imaginable et personne ne trouve à redire. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même, avant de commenter ces images, dire que ce sont des délits.
c'est quelque chose qui est condamnable par le droit français. Aller comme ça, c'est inciter à la haine raciale, parce qu'il n'y a pas d'autre qualificatif. C'est inacceptable. Dans un pays qui se dit garant des droits de l'homme, dans un pays qui respecte le droit, et on ne peut pas tolérer. On ne peut pas accepter qu'un commentateur, sous prétexte de liberté d'expression, venir vomir sa haine et son racisme, sa xénophobie François, sa violence. On parle de guérilla civilisationnelle, d'émeutes, là où le ministre de l'Intérieur lui-même déclare qu'il n'y a eu que 3 vitres brisées et 2 scooters endommagés, d'incompatibilité civilisationnelle. Ce sont des racistes, ce sont des haineux, ce sont des gens qui ne sont pas bien. Couleur de peau. Je pense, j'irais même au-delà de ça, je dirais c'est le médecin qui parle. Ils ont des problèmes, il faut absolument qu'il aille se faire soigner. Mais avant de se faire soigner, ces gens-là, il faut absolument les faire passer devant un juge pour qu'il explique pourquoi ils ont dit cela. Et toutes les chaînes aussi qui ont diffusé ces commentaires entre parenthèses, politique, mérite également une sanction de la part de l'autorité. Nous avons une autorité ici en France qui surveille les chaînes de télévision, les chaînes de radio. Il faut absolument qu'elle s'autosaisisse de ce qui se passe. En tout état de cause, notre association a décidé, Justice et Droit sans frontières. Vous savez, le problème de la diffamation, c'est très particulier parce qu'il faut saisir un juge d'instruction, il faut le faire dans les 2 mois à partir de la commission des faits. Donc nous allons faire le nécessaire. Comment ? C'est 3 mois la prescription. Pour ce qui concerne tout ce qui est droit de la presse, c'est 3 mois la prescription. 3 mois, en fait, en tout état de cause, j'avais des informations comme quoi c'était 2 mois. En tout état de cause, nous avons décidé de saisir cette affaire et puis de demander à un juge d'instruction et puis surtout à la juridiction, aux juridictions de donner le point de vue de la justice et du droit français parce qu'on ne peut pas, effectivement, si on laisse ces haineux parler et si on laisse ces gens-là inciter à la haine raciale, bien sûr, on finira par avoir la guerre civile ici. Donc il faut ces gens-là, il faut absolument les faire venir devant un juge pour qu'ils s'expliquent, en tout état de cause, les condamner parce que nous sommes dans un pays de droit. La liberté d'expression, c'est quelque chose de sacré. La liberté fondamentale également, c'est sacré. Mais encore plus sacré, la liberté, ce qu'on appelle le droit, la dignité humaine, la liberté de conscience, la liberté de se réunir, la liberté de manifester, ce sont des droits sacrés qu'il faut absolument respecter. C'est très important de le dire. Maintenant, quand on voit ce qui se passe, maintenant ils ont pour leur argent. Quand on voit aujourd'hui ce qu'a déclaré M. Infantino, qui a dit que c'est la plus belle Coupe du Monde depuis 1930, depuis la première en Uruguay. Et donc aujourd'hui, on a une Coupe du Monde qui a été bien préparée, qui a été bien réalisée, et puis on a des matchs de grande qualité. Maintenant que le sport gagne. Maintenant également tous ceux qui disent que le sport n'est pas politique, il faut laisser, comme a dit le président Macron, il dit qu'il faut laisser la politique de côté, il ne faut pas politiser. Mais vous savez, rappelez-vous, les Jeux olympiques, c'était en 1894-96, c'était des Jeux, ont été faits initialement pour cette partie bourgeoise de la population. On a oublié, on a mis de côté tous les prolétaires, on a mis de côté toutes les autres nations, et il n'y a que la Grande Guerre qui a tout changé, qui a tout bouleversé, qui a remis le sport à l'échelle mondiale et pour tout le monde. Alors, avant de vous donner la parole, on va encore voir un extrait. Vous savez que la shahada, la profession de foi chez les musulmans, c'est lever l'index droit, hein, c'est une profession de foi, c'est très pacifique. Oui. Alors écoutez ce qu'en dit une chaîne de télé allemande. Aber ein Foto der marokkanischen Fußballnationalmannschaft sorgt unterdessen für Irritation. Auf dem Bild posieren nämlich 3 Spieler mit der marokkanischen Fahne, winkeln ihre Arme an und strecken ihren rechten Zeigefinger nach oben. Das ist ein Gruß, den sich auch der sogenannte Islamische Staat angeeignet hat. Die Kämpfer posieren mit der Geste häufig nach Eroberungen. Unklar ist, ob sich die WM-Spieler aus Marokko der Bedeutung der Geste bewusst waren. Bevor die Dschihadisten die Geste proklamierten, galt
Je commente en même temps. Il est en train de dire, de faire l'amalgame entre ces joueurs qui lèvent le doigt pour une profession de foi avec les terroristes de Daesh. Oui. C'est incroyable. Hein. Il dit, voilà, et il montre des images correspondantes. C'est incroyable de pousser aussi loin. Oui, mais s'il va dans une classe d'école et que la prof pose une question avec les élèves le doigt, il va dire c'est Daesh. Les amalgames, on peut les faire, c'est amusant. Ah, voilà, absolument. Mais dans les faits, le problème de ce monsieur, c'est qu'il oublie, alors en plus c'est Die Welt, alors ça veut dire monde en allemand, il oublie dans son pays quand même, hein, puisqu'il veut faire l'amalgame. Il y a un type qui s'appelait Adolf Hitler, qui était un catholique pratiquant, croyant. Contrairement à l'idée reçue, il était croyant. Il faut lire Mein Kampf pour savoir à quel point il croyait en Dieu. Il se croyait avoir été choisi par Dieu. Il disait que c'est la providence qui m'avait choisi. Cet homme, tout de même, s'appuyait sur l'Église catholique pour mener ses guerres. Eh bien, on n'a pas dit aux catholiques, vous êtes tous des pourris parce qu'il y a un génocidaire qui était en Europe et qui a fait des guerres à toute l'Europe, 60 millions de morts. On n'a pas dit ça. On a dit cet homme a fait des guerres parce qu'il avait un dogme, mais tout le monde n'a pas le même dogme. C'est logique. Preuve en est, il y a les catholiques qui sont opposés à lui. Alors, il faut être très clair sur un point. Lorsque ces Allemands... Les Allemands étaient catholiques? Alors, la majorité allemande, c'est 60% de protestants qui n'étaient pas favorables au nazisme, mais le nazisme est né chez les catholiques. D'accord. Les gens ne savent pas ça. Ils ont du mal à l'entendre aujourd'hui, mais Hitler, il est du sud de l'Allemagne. En réalité, à la frontière allemande, il est en Autriche. L'Autriche est un pays 90% catholique. La partie où le nazisme est monté, c'est le sud de l'Allemagne. C'est du côté de la Bavière. La Bavière, c'est catholique. Et la majorité des grands leaders nazis, que les gens ne savent pas, j'ai étudié la question pendant 10 ans. La plupart des grands leaders nazis, à de rares exceptions, sont catholiques. De tradition ou pratiquants. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Ils n'étaient que 40% et les rares. Mais il ne faut pas non plus jeter la pierre aux catholiques. Non, du tout. Il y a eu des opposants catholiques, il ne faut pas non plus délirer, mais Hitler a attaqué particulièrement. Et beaucoup de victimes catholiques. Bien évidemment, la résistance en Europe a existé. Mais il avait un problème avec les protestants, évidemment. C'est pour ça qu'il a fait la guerre à l'Angleterre, par exemple. Il avait un problème aussi avec les orthodoxes. On voit bien qu'il s'associe aux Oustachis croates contre les orthodoxes qui sont serbes. Donc cette dimension religieuse n'est pas absente. Et pour autant, on n'essentialise pas. On ne va pas dire les catholiques sont responsables de ce que Hitler a fait. Là, ils disent que Daesh, parce qu'ils font la profession de foi, parce que tous les musulmans du monde entier, jusque dans l'Indus ou n'importe où, font la même chose, c'est pas une surprise. Et ils font un amalgame entre trois types avec le sourire qui croient en Dieu, ce qui est normal. Problème, avec des types qui faisaient la guerre. Donc ça, c'est écœurant. Et de la part d'un Allemand, je trouve ça très limite, parce que si un jour il dit bonjour comme ça, on va penser qu'il fait... Donc on peut aller loin dans la bêtise. Mais qu'est-ce qui motive ça, Karim? Pourquoi sont-ils dans une telle attitude? C'est ce que je disais quand j'ai commencé ma première intervention, c'est que là, on voit très bien dans la tête de ces gens la contradiction qu'ils ont en fait entre ce qu'ils pensent être, ce qu'ils pensent être et les faits et la réalité. Et ce que le Qatar, par cette organisation réussie, a montré. Et donc on se retrouve avec une binarité, c'est-à-dire on a délire médiatique, fabrication de l'opinion, fabrication d'une vérité virtuelle, ce qu'on appelle une projection. On projette une vérité pour qu'elle devienne vérité et que par la suite des opinions se fassent en fonction de cette projection. D'accord ? Et là, par contre, on a quelque chose qui est plus fort que toutes les projections, quelle qu'elle soit leur sophistication ou leur niveau d'intelligence. On a des faits pertinents. On voit la réalité. Et donc, les gens sont retrouvés face à ces télévisions qui leur disent il y a guerre civile. Et lorsqu'ils regardent par leur fenêtre, ils voient des jeunes faire la fête. Donc, le réel... Personne n'a parlé de l'extrême droite qui s'est rendue aux Champs-Élysées pour casser du raton. Et donc là, ce qu'on a, on a le virtuel qui se fait rattraper par le réel. Mais je vais aller encore plus loin de ça. Déjà, je vais souligner un fait positif. Parce qu'il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde quand même. Il faut dire aussi quand même que ces opinions sont minoritaires en France. Et que même si elles disposent de moyens médiatiques énormes, elles n'arrivent pas à mobiliser. Elles n'arrivent pas à mobiliser. Mais justement, comment ça se fait que pour cette fois-ci, malgré cette stigmatisation en marche, orchestrée d'une façon absolument incroyable, l'opinion publique n'a pas réagi, la haine n'a pas pris, de la même manière qu'une mayonnaise qui ne prend pas. Parce qu'il y a les faits, c'est ce que je disais. En fait, il y a le virtuel, mais lorsque le virtuel fait face au réel, le virtuel s'évapore. Il devient ce qu'il est réellement, c'est-à-dire c'est du virtuel. C'est pour parler plus vulgairement, c'est rien.
hein, par rapport aux faits, parce que les gens regardent, ils ont des télés, ils voient des matchs, ils ont dit que les femmes ne peuvent pas circuler au Qatar. Lorsqu'on allume la télé, on voit des femmes. On voit des femmes voilées et non voilées. Plus que ça, hein, on voit très légèrement vêtues pour la bien star sûr. de la Croatie. Oui, Bon, oui. c'est pas. On voit en fait, c'est représentatif de ce qui est la planète en Bien fait, sûr, de bien ce que c'est que événement planétaire. voilà, d'un événement planétaire. C'est-à-dire il y a de toutes les cultures, de toutes les couleurs, si vous voulez, il y a de tous les genres et tout ça. Mais pour revenir à ce qui se passe en particulier en France, parce que nous sommes en France, donc déjà il faut dire que ces opinions sont minoritaires, n'ont pas réussi à prendre parce que tout simplement il y a les faits qui les contredisent, mais surtout que profondément la société française, elle n'est pas, d'après ce que je vois, d'après ma vie, d'après personnellement mon parcours personnel en France, ça n'est pas une société profondément raciale. Hein. Raciste plutôt, pardon. Raciste. Et donc leur fondement de pensée n'est pas basé sur la race. Hein. Et même en politique, bien sûr. Et même en politique, même lorsqu'on voit la conception de la nation française, qui s'oppose à la conception allemande de la nation, de l'État-nation, qui était fondée sur la race et sur la langue. En partant oui, bien sûr. Oui, en partant de la langue. Et donc en France, ce qui est intéressant, c'est que la population n'a pas suivi et même ça a heurté, en fait ça a eu un effet contre-producteur. C'est-à-dire en fait ces mensonges ont heurté l'opinion publique qui a vu toutes les contradictions, ce qui fait que ces chaînes-là se sont discréditées, elles ont perdu du crédit et même se sont même ridiculisées à tel point que, vous voyez la personne le journaliste que vous avez montré au début qui leur disait, qui se plaignait du fait qu'au Qatar il y a beaucoup de mosquées. Et bien, une semaine après, il était obligé de refaire une vidéo, et je ne sais pas ce que vous pouvez la trouver ou pas, mais en tout cas, le même type, le même journaliste a refait une vidéo avec, vous voyez, l'habit qatari, la baya et tout ça, et des rébans et tout ça, pour se dire que lui-même, finalement, il trouve que c'est joli et que c'est festif, et il a été bien reçu, bien sûr. Donc, je pense aussi, il faut dire que le téléspectateur n'est pas idiot. Celui qui regarde, ben, il a le choix. Et c'est à nous, aux médias, à tous les intellectuels, tous ceux qui ont un pouvoir d'information pour pouvoir informer, il faut faire la promotion, il faut informer. Donc, et puis laisser le téléspectateur décider. Le téléspectateur, quand il voit que c'est gros, et toutes ces chaînes vont se casser les dents, excusez-moi du terme, mais et également, maintenant, il faut aller au stade qui est au-delà et les faire condamner. Et je vais rebondir sur la question du shahada. Je pense également, il y a, moi j'ai appris l'arabe, vous le savez, et vous savez, il y a, quand on dit Allahu Akbar, c'est vraiment le plus beau nom, en fait, la plus belle phrase en arabe, et d'ailleurs, si on veut la traduire, Dieu est grand. Mais évidemment, Dieu est grand. D'ailleurs, c'est bien, vous faites bien de le préciser, la traduction Allahu Akbar n'est pas Allah est le plus grand, c'est Dieu est le plus grand. Parce que la traduction de Allah, c'est Dieu. Oui. Or, eux, ils préfèrent garder Allah pour faire un peu, pour faire peur, quoi. En fait, la traduction de Allahu Akbar, c'est Dieu est le plus grand. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que également, à des chaînes comme la vôtre, doivent également informer la population, ces téléspectateurs, pour expliquer ce qui se passe. D'ailleurs, même chose, ça c'est la première phrase. La deuxième phrase, il y a quelque chose de sacré qui est tellement beau, le djihad. Mais le djihad, on a mis ce mot qui est tellement sacré, on l'a associé à quelqu'un qui se fait exploser. Alors que djihad al-Akbar, le grand djihad, c'est l'inverse de... non seulement c'est l'inverse, mais c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'humain, d'humain, qui apporte... mais c'est également... l'effort en arabe. Oui, l'effort. Il faut absolument essayer d'informer, il faut essayer... Mais François, moi j'ai une question pour vous. C'est un phénomène qui est en train de se passer là sous nos yeux sans qu'on s'en rende vraiment compte. Habituellement, la société française est très sensible à ce genre de discours, de haine, qui arrive, un tant soit peu qu'on le reconnaisse ou non, à canaliser un peu les opinions publiques dans un sens ou dans un autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens maintenant se servent de ce créneau
à des fins électorales, parce que ça mobilise, ça fait voter. Or, on a l'impression qu'il y a quelque chose un ressort qui s'est cassé dans cette logique, quelque chose de puissant qui est en train de monter. La première, ça a été Zemmour, dont tout le monde attendait quasiment l'élection au premier tour, presque. Et puis aussi, aujourd'hui, Zemmour qui est sorti par la petite porte, par la chatière. Et puis là, après toute cette campagne haineuse des plus grands médias, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une réaction très saine de l'opinion publique à travers les réseaux sociaux, à travers les bons sentiments qui ont été exprimés pour l'équipe marocaine. Comment expliquez-vous cette chose nouvelle qui est en train de monter grâce au football, justement? Parce que le football, le sport a toujours été fédérateur. Le sport a toujours été une fête. Le sport, c'est le respect, c'est le fair play. Le sport, c'est jamais le racisme, c'est jamais le rejet de l'autre. Regardez les équipes, quand vous avez des équipes l'équipe de France incarne cette diversité, cette particularité, cette beauté et cette puissance également. Et quand on voit tous encore une fois, ces racistes qui parlent à la télévision, moi je fais confiance aux téléspectateurs, à son intelligence. Et on a découvert le poteau rose de ce qui se dit, de tout ce qui est en train d'être dit, d'être fait par des chaînes qui aujourd'hui, on va dire, les masques sont tombés. Et je pense qu'après cette Coupe du Monde, ces chaînes vont payer l'addition très lourdement parce que l'information qui n'a pas été... Il n'y a pas d'autre choix que ces chaînes. Si, il y en a. Les gens... bon. Moi, je considère, on en parle beaucoup parce qu'elles font beaucoup de bruit et qu'elles sont sales, tout simplement. C'est les chaînes qui sont très extrêmes, qui cherchent à faire de l'infospectacle. L'émotion. C'est de l'émotion. Le cortex cérébral qui est mobilisé n'est pas celui de l'intellect. On a bien compris, c'est surtout la basse couche. Je vais dire simplement, c'est qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a que ça. Ces chaînes sont privées, pour commencer. Il y a les chaînes nationales qui ne font pas ça. Oui, en effet. L'information nationale est propre. De le préciser. Voilà, c'est important. Deuxième chose, c'est pas parce qu'elles font du bruit et qu'elles se répercutent beaucoup sur les réseaux sociaux qu'elles ont raison. Mais il y a aussi, il faut le signaler, des journalistes absolument. J'appelle ça les journalistes. Oui, bien évidemment, qui modèlent le propos. Dénoncé d'une façon très forte. Parce que c'est tellement ridicule. Je prends l'exemple Zemmour. J'ai toujours dit, dès la première fois, on a eu l'occasion d'en parler, j'ai dit c'est un lièvre, ça n'est pas un candidat. C'est quelqu'un qui est une sorte de curseur pour faire monter l'extrême droite. Il ne sert à rien. C'est juste un excité, on l'a bien vu, là maintenant il a des propos racistes ouverts, je dis anti-noir, on a compris. Oui, mais il animait une émission qui était devenue, qui avait le plus grand mais normal, parce que la vulgarité plaît, ce qui est vulgaire plaît. Enfin, il participait à une émission. Il participait. C'est un délit, oui, il faut absolument... Oui, alors, on est d'accord, mais... nous allons l'écouter justement, Zemmour, et je reviens à vous. Nous allons écouter M. Zemmour. Je trouve bizarre qu'il y ait plus de gens qui sont censés être français, puisqu'on les présente comme des franco-marocains. Ils sont pas censés. Si, excusez-moi, ils ont souvent la double nationalité. Donc on n'est pas censé, on l'est. Donc ils sont français, et oui, c'est pour ça que je dis ça. Si vous m'interrompez pas, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Non, mais je suis obligé de vous interrompre. Non, Ils sont censés. Laissez-moi finir. Je vous assure que je parle comme j'ai envie, et vous me reprenez après, mais pas quand je parle. Qui sont censés être français, et qui célèbrent la victoire du Maroc. Qui célèbrent la victoire du Maroc le jour où la France gagne. Je n'ai pas vu... Pardon. Non, après, aussi. Hier soir, il y avait encore des gens qui célébraient et qui se battaient avec les policiers. Deuxièmement, je vois même des gens qui sont franco-marocains et à qui on demande « Pour qui êtes-vous » pour France-Maroc et qui disent unanimement pour le Maroc. Non, pas unanimement. Je n'ai pas vu, quand il y a un match France-Italie, des gens d'origine italienne qui disent « On est pour l'Italie ». Je n'ai pas vu. En tout cas, on a entendu énormément de supporters dire qu'ils étaient doublement heureux à voir les deux drapeaux. Je veux revenir sur un point très précis, pardonnez-moi, parce que c'est très important. Ah oui, c'est très important, vous ne pouvez pas qualifier ce qui s'est passé hier d'émeute. Émeute, ça a un sens, monsieur. Vous avez montré les images des gens qui se battent contre les policiers. Nous avons montré les images. Vous appelez ça comment? Vous comparez ce qui s'est passé hier avec ce qui s'est passé, par exemple, à Villiers-le-Bel, à l'époque. Mais vous appelez ça comment? Je vous rends la parole, Gamal. De toute façon, Zemmour, moi j'ai eu l'occasion de souvent le provoquer dans des radios, télévisions, pour un débat direct. Il n'a pas de courage, c'est un peu heureux. Parce que c'est un type qui
Il faut être très clair, hein. C'est pas parce qu'il fait du bruit, ça reste un polémiste qui est très limité intellectuellement. Il joue la carte de... Mais ce genre de jugement, il est très Non, mais peureux, il est vraiment très limité. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il donne une vérité, souvent ceux qui font les sbroufs comme ça, ce qu'on appelle l'enfumage, ils vous parlent beaucoup, ils font beaucoup de digressions pour se donner l'impression qu'ils ont de la culture. Mais ça s'appelle de la limite. On a eu le phénomène Soral à l'époque, c'est pareil. C'est des gens qui sont dans une posture agressive et qui, pour avoir raison, vous disent « mais c'est vrai parce que je le dis ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, pour les propos qu'il vient de tenir là, alors déjà, il me fait rire, il dit, ouais, des Italiens qui voient l'équipe d'Italie jouer et qui sont français, ben, ils sont pour la France. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vérifié. Pourquoi? Et plus encore quand c'est un pays du Sud. Moi, ce que j'expliquais, j'ai eu l'occasion d'en parler hier sur une chaîne russe, j'ai dit pourquoi, effectivement, les Marocains, Algériens, Tunisiens, je sais pas, Sénégal ou n'importe quel pays africain ont tendance à soutenir leur pays d'origine. Ben, le phénomène est très simple à observer. On a des grandes puissances, de grandes nations du foot qui sont riches et qui gagnent très souvent, tout le temps, ils sont toujours en finale, demi-finale, face à des outsiders, des petites nations qui font rêver. Parce qu'avec des moyens réduits, ils font ce qu'on n'attendait pas. Eh bien ça séduit n'importe qui. Moi, par exemple, je vois le Japon qui fait un beau score face à la Croatie. J'aime le Japon, j'aime la Corée du Sud, j'aime l'Inde. C'est une question de se dire, le petit face au grand. C'est en gros David face à Goliath. Qui n'aime pas le petit poussé qui va vaincre le géant? C'est toujours séduisant. Donc c'est pour ça qu'ils aiment ce pays-là. Si le pays était aussi fort que la France, comme les Italiens par exemple, ou les Espagnols, évidemment que là c'est partagé parce qu'ils ont tendance à dire, bon, je vais préférer l'équipe du pays dans lequel je vis plutôt que l'autre. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que Platini, quand il joue pour l'équipe de France, ça ne l'empêche pas de jouer pour l'Italie. Il y a des réalités, quoi. Oui. Donc c'est pour ça que quand Zemmour dit ça, il veut racialiser le débat encore une fois. Ensuite, quand il parle d'émeute, c'est là où je parle de limitation intellectuelle. Il ne connaît pas l'expression, la définition précise du mot émeute. On est à des kilomètres de ça. C'est des échauffourées. Il est pourtant très bon en français. Personne ne peut le dénier. Comment? Zemmour. Non, il est pas bon très bon en français. Il ne peut pas ne pas connaître signification non, le sens du mot, il l'a. Oui. Mais c'est un fourbe. Par exemple, quand il joue la carte de la Blanche-Neige, alors c'est un Maghrébin, il est de chez nous. Ça se voit, je veux dire. Alors quand il joue cette carte-là pour en rajouter des couches, ça me rappelle un peu d'Ornella, Charlotte Ornella. Madame est portugaise et bourgeoise, et elle joue la grande... Non, il faut arrêter. Il a claqué la porte derrière lui, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. Mais ces positions excessives ne changeront rien. Et je vais parler d'un phénomène d'ailleurs qui est très intéressant par rapport à ce réflexe raciste. Tout le monde peut avoir un réflexe raciste. C'est dommage, ça s'appelle un réflexe. Alors, ce sera pour le prochain tour de micro. Très bien. J'en parlerai pourquoi? Parce que pour prendre la fabrique, tout à l'heure c'était évoqué, la fabrique de l'opinion publique. Les chaînes d'information privées tentent la fabrique. Ça n'a pas marché avec Zemmour. Ça ne fonctionne pas. Elles tentent la fabrique parce que c'est vendeur, c'est vulgaire, c'est facile et ça séduit. La violence séduit. Sinon, si on fait l'information normale, ça séduit plus. Là, il y a un jeune de 14 ans qui est mort. Si on dit qu'il est tunisien, c'est moins intéressant que dire un jeune de 14 ans sans origine est mort. Eh bien, c'est pour donner un exemple très concret, là je parle d'histoire, parce que l'histoire est intéressante de ce point de vue-là. En Allemagne, du temps du nazisme, jusque dans les années 30, les nazis faisaient des propagandes anti-juives à fond. En 1932, ils laissent tomber ça. Ils voient que les Allemands ne prennent pas. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ça ne marche pas. L'antisémitisme nazi ne prend pas dans la société allemande. Il faut 10 ans pour que ça commence à prendre. Parce qu'il faut du temps pour fabriquer l'opinion. Ça ne se fait pas en 3 jours. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que les Français lambda voient bien qu'entre ce qui est dit à la télévision et les faits, ils voient que c'est la fête, les gens sourient, ils sont sympathiques, c'est les familles. Ils voient que sur le terrain, les joueurs qui ont du cœur voient leur maman, leur embrasse le visage, enfin le front, c'est des choses qui ont du sens. Et bien ça change l'opinion publique. La Coupe du Monde est belle et les gens sont beaux. Karim, comment Marocain, franco-marocain, pourquoi soutient-il le Maroc? Ils disent même, les Italiens, par exemple, franco-italiens, ne soutiennent pas l'Italie, ce qui est totalement faux. Nous avons vu des Italiens, des Espagnols, des Portugais, franco-portugais, soutenir leur pays d'origine sans que cela ne choque qui que ce soit. Et là, en l'occurrence, pourquoi ça choque? En fait, ça ne choque pas, ça choque ces personnes, en fait. C'est-à-dire, ces personnes-là, il faut comme le disait Bourdieu, pour comprendre quelqu'un, il faut savoir d'où ils parlent, en fait, d'où ils parlent. Eux, ils parlent à partir de leur idéologie. C'est-à-dire, parce que Zemmour est devenu la droite de l'extrême droite. Hein, c'est-à-dire, c'est son rôle politique, c'est de banaliser... Peut-être même l'extrême droite de l'extrême droite. Voire même, voilà, l'extrême droite de l'extrême droite. Et son rôle, c'est un rôle politique très pertinent dans la crise actuelle, parce qu'il faut savoir que la France et le monde occidental, mais notamment l'Europe, est en crise, et elle a une crise existentielle, une crise politique, économique, elle est vraiment en crise. Alors, dans le paysage politique, ce qu'on fait justement, parce qu'on parle de fabrication de l'opinion publique, ce qu'on fait pour éviter de parler des vrais problèmes, alors on crée, pour revenir à la théorie du bouc émissaire, justement,
j'ai oublié celui qui l'a théorisé, mais elle est très pertinente, c'est-à-dire on crée des boucs émissaires pour que la société se décharge via ces boucs émissaires et évite la culpabilité collective, la responsabilité collective de la situation. Ça vient de l'Ancien Testament, hein, les Juifs chargeaient le bouc de tous leurs péchés, le lâchaient dans le désert. Et j'ai oublié le nom du philosophe qui a fait une relecture du mythe du mythe d'Oedipe sur cette base-là est très très importante. Et Zemmour, son rôle, c'est justement de désigner ce bouc émissaire. Et on l'a vu clairement lors des dernières élections présidentielles, le débat politique dont la plus vieille société politique du monde n'a pas eu lieu. Les questions politiques fondamentales, profondes, économiques, sociales, sur le modèle social en France, la France a été construite sur le modèle de l'État-providence. Ce concept a été diabolisé. Et on évite d'expliquer ce que c'est que sortir de l'État-providence, parce que la France est en train de sortir de ce modèle. Le fonctionnariat, ils sont en train de le tuer. L'hôpital public, il est en train d'être détruit. L'école publique, la sécurité sociale, l'école publique, tout ça et tous les acquis de la société française sont en train d'être détruits. René Girard. René Girard. Voilà, absolument, et très très important. Et donc, tout ça, ça a été mis de côté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens comme Zemmour qui sont portés par des médias qui bénéficient de la situation de crise actuelle, qui est la crise de l'hypercapitalisme. Et donc, ils sont là pour créer ce bouc émissaire qui permet d'éviter. Donc, ils sont là pour racialiser le débat. Ils savent très bien que ça n'est pas porteur, mais ils y vont parce que ça permet d'éviter les vrais problèmes. Et donc, lorsqu'on revient à un Marocain, un franco-marocain qui supporte l'équipe du Maroc, déjà, j'ai envie de dire, est-ce que ça, c'est réellement important, déjà ? Tout à fait. Est-ce que c'est réellement important par rapport à une société où il y a une inflation, il y a la cherté du coût de la vie, il y a les services publics. Il faut quand même connaître ce que c'est que le mot, ce que représente. Peut-être pas ça détourne justement. Bien sûr, il faut quand même mesurer ce que représente le modèle français dans le monde, le modèle de la société française dans le monde, la protection sociale, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on ne parle pas de ces gens-là, mais par contre, on se met à réfléchir à ce qu'un franco-marocain a le droit ou pas de supporter l'équipe du Maroc. Et après, on vient avec des arguments d'autorité, dire qu'un Italien, un franco-italien ne supporte pas l'Italie. Mais qui le prouve ? Qu'est-ce qu'il prouve ? Alors, nous allons voir quelques images et j'aurai une question très particulière. Et moi, je voudrais... Oui, allez-y. Je voudrais rapidement, parce que oui, ça me gêne quand même qu'aujourd'hui, qu'on dise « M. Zemmour est un homme politique ». Pour moi, M. Zemmour, avant tout, c'est un délinquant. Il faut absolument qu'il réponde. Bon, ça reste quand même un homme politique. C'est un délinquant, c'est un tambour creux. Pardon, mais c'est à la justice de le dire. Absolument. On ne peut pas, nous, dire que c'est un délinquant. À la limite, on peut demander ce qui passe en justice, mais vous savez, mais quelqu'un qui parle ouvertement, mais sans masque, qui parle aujourd'hui de différences raciales. Mais le CSA n'a rien dit. Il considère que ça fait partie des libertés. Il ne parle pas d'un, il est beaucoup plus fin. Liberté, il n'est pas bête, Zemmour. Il ne dit pas de différences raciales. Il ne parle pas de problématiques racistes. De raciales, il est très malin, il parle plutôt de civilisation. Il a ce qui est ça sur un autre débat. Non, il a parlé de couleur de peau dans l'équipe de France. Oui, mais il dit pas de différences. Alors, permettez-moi, nous allons voir quelques images, puis j'aurai une question très particulière à vous poser. Nous allons d'abord regarder cet extrait. Les Italiens, au bout de 2 ou 3 générations, ils étaient plus italiens, ils étaient français. Donc ils supportent la France. Même Platini, même Laurence Ferrari, qui ont des origines italiennes, ils jouent pour la France ou ils supportent la France de manière naturelle. C'est la première fois qu'un pays africain arrive à ce stade. Non. Laissez-le parler. De manière naturelle. Aujourd'hui, tu es à la 3e ou 4e génération de Marocains en France et ils soutiennent encore le Maroc comme leur pays de cœur. Ça, c'est problématique. Ensuite, tu me dis, non, attends, je ne nie pas que tu puisses avoir un attachement. Pas de problème avec l'attachement, etc. Les racines, je comprends très bien. Je le comprends d'autant plus avec le Maroc, qui est un pays magnifique que moi j'adore. Maintenant, je te pose une question. Quand il y a France-Maroc, est-ce que tu tolères l'idée que ces gens préfèrent le Maroc à la France ? Ça ne me pose aucun problème. Moi, oui. Ma réponse est oui. Moi, ça me pose un problème. Et la double culture, à partir du moment... C'est pas une double culture, c'est une préférence marocaine. Chroniqueur. Alors, j'aimerais vous poser une question. D'abord, commençons par Karim qui vient de là-bas, algérien. De là-bas. De là-bas. côté. C'est louche tout ça. Karim,
C'est vrai que nous sommes offusqués de voir ces gens dire que les Franco-Marocains n'ont pas le droit de soutenir le Maroc, que les Franco-Algériens n'ont pas le droit, que c'est presque immoral de le faire, que c'est antinationaliste, que ce n'est pas patriotique, que c'est ingrat à l'endroit de la France qui vous a reçu. Mais, Karim, les Franco-Algériens, si un Franco-Algérien demain soutenait la France avec un drapeau français dans la rue, est-ce que ça passerait? Franchement, hein, est-ce que ça passerait? Vous parlez en France ou... Non, en France. Un Franco-Algérien, un Franco-Marocain qui va soutenir l'équipe française avec un drapeau français contre son pays d'origine, contre l'équipe de son pays d'origine. Est-ce que ça passerait? Je pense que déjà cette fois-ci, ça a déjà eu lieu. Il y a des Algériens, des Franco-Algériens qui, pour certains, ont soutenu le Maroc. Et ça passe? Personne ne les traite de harki, de vendus? Non. Déjà, même ça, sur le terme de harki, il y a eu tout un travail qui a été fait. Je vous donne un exemple, parce que tout à l'heure, j'ai bien aimé, vous avez traduit Allahu Akbar. Regardez, par exemple, comment on fait pour manipuler l'opinion publique. Lorsqu'on parle des moudjahidines du FLN, on ne dit pas moudjahidines. On dit les combattants du FLN. Les anciens combattants. Oui, on dit les anciens combattants ou les combattants du FLN. Par contre, les harkis, on dit toujours les harkis. Parce qu'on a créé une cause. Pourquoi? Parce que si on dit les collabos, si on traduit, il ne reste plus de cause. Parce qu'en France, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on sait très bien ce qui s'est passé pour les collabos. On sait très bien ce qu'ils ont fait. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que, pour les Algériens, les harkis sont les collabos de l'Algérie. Donc on ne fait pas la traduction. Dans un cas, pour les combattants, on fait la traduction. Et pour ce cas-là, on ne fait pas de traduction. D'accord? Donc pour vous dire comment, au niveau médiatique, au niveau intellectuel, généralement la supercherie commence déjà par la désignation des termes et de la thématique aussi. C'est-à-dire, si pour moi, poser une question, est-ce qu'un Franco-Algérien a le droit de soutenir de l'Algérie ou pas l'Algérie, ou le Maroc ou pas le Maroc, c'est déjà partir du mauvais pied. C'est-à-dire... Oui, mais la question est vraie, Karim. La question... Oui. Moi aussi, je suis algérien. J'en connais un bout sur cette question. Un Franco-Algérien ou un Franco-Marocain ou un Franco-Tunisien qui soutient la France... contre son pays d'origine, il est très mal considéré dans la communauté. Oui, il est très mal considéré. Est-ce que j'ai tort? Mais pourquoi? J'arrive. Non, si vous me permettez. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur le travail qui a été fait avec la théorie de René Girard sur le bouc émissaire en France, a été fait aussi en Algérie, si bien que en Algérie, tous les mots de l'Algérie, c'est la France. Pourtant, l'Algérie est indépendante depuis 60 ans. Donc, pareil, en Algérie, les spin doctors du système ont eu le temps de travailler en profondeur la société pour créer ce mal français colonisateur, pour revenir toujours à une histoire qui est déjà derrière nous. On peut l'étudier, on peut travailler, on peut mesurer son impact toujours, mais dire que tout le mal vient de la France, exclusivement, ça n'est pas vrai. C'est fuir la responsabilité. Ce sont des gens qui ont été aux commandes d'un pays depuis 62. Jusqu'à maintenant, on est en 2022. C'est 60 ans d'indépendance. Ils ont ruiné le pays. Et qu'est-ce qu'ils nous donnent comme réponse quand on demande des comptes? Ils disent la France. Ça, c'est un autre débat. Parce que c'est comme ça qu'on travaille. Oui, je comprends. C'est comme ça qu'on... Voilà, mais alors... Il ne faut pas non plus double mesure, deux poids, deux mesures. Cette question, on ne la poserait pas à un Israélien, un juif français qui soutient Israël. Absolument. Pourquoi on la poserait? Et pourtant, il y a eu un match PSG à Maccabi, c'était avec le drapeau. Et pourtant, c'était très clair. C'est vrai qu'on ne la poserait pas à un franco-israélien. C'est arrivé. Oui, il faut la poser. Il ne faut pas dire qu'on ne la poserait pas, c'est arrivé. Il ne faut pas oublier. Maccabi Tel Aviv contre le PSG, il y a eu une rencontre, les franco-israéliens avaient le drapeau israélien. Absolument. Mais juste pour dire une chose importante par rapport à ce histoire de drapeau, moi j'aime bien inverser la vapeur. Je veux bien qu'on nous mette à l'objectif. Quelqu'un qui est pour le PSG, il porte les couleurs du PSG. Personne ne lui reprochera de ne pas être Marseillais. C'est ridicule. C'est une question, on aime un club, une équipe, c'est pas un problème. Par contre, moi j'aimerais bien savoir, si on nous demande, nous, de porter les couleurs de la France, quand c'est notre pays d'origine qui va jouer. J'allais dire le contraire. Pourquoi est-ce que les Français européens, je parle blanc, européens, ne porteraient pas
les couleurs de l'Algérie quand l'Algérie va jouer, par exemple, contre, je sais pas, l'Italie. Pourquoi ils ne feraient pas cet effort? Pourquoi est-ce que cet effort nous a intimés à nous? Ils ne vivent pas en Algérie. Non. Ils n'ont pas la double nationalité. J'entends bien. Donc, ils ne sont pas franco-algériens. J'entends bien, oui, mais j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que quand on est attaché à un pays qui joue bien, comme le Brésil, des millions de Français sont favorables aux Brésiliens, ils soutiennent le Brésil. La question qui se pose, c'est pas de savoir quel pays on soutient. La question qui se pose, c'est de dire ces gens-là ne sont pas de vrais Français, puisqu'ils ont un attachement à un autre pays qui n'est pas la France. Absolument. Et que les drapeaux sont étrangers. Et là, ça devient raciste. Oui. Parce qu'au nom de quoi ils n'aimeraient pas leur pays d'origine? C'est ridicule. Oui, et là, je dirais à la portugaise, parce que je rappelle qu'elle est portugaise, on ne le dit pas. Oui, mais Charlotte Dornelas, au nom de quoi non plus? Et ils n'aimeraient pas leur pays d'accueil, ils peuvent le pays où ils ont ils peuvent l'aimer, pas de problème. Ils sont devenus français. Ils ont prouvé qu'ils l'aimaient. Oui. En 98, les Algériens, Marocains et Tunisiens qui voyaient l'équipe de France remporter la Coupe du Monde sont sortis massivement sur les champs avec les drapeaux français. Bien sûr. Et je voudrais quand même sortir ma casquette de médecin. Vous savez, quand vous avez un homme en face de vous, une personne devant vous, vous avez le phénotype et le génotype. Tout à fait. C'est-à-dire vous avez l'extérieur et l'intérieur. C'est exactement comme l'arbre. Vous savez, vous avez l'arbre, la partie, l'iceberg, vous avez la partie visible et vous avez les racines. Quand vous prenez un arbre pour le tester, pour le qualifier, vous ne pouvez pas voir uniquement la partie visible. Il faut aussi voir la partie qui est sous terre, les racines. Plus les racines sont bien posées, plus l'arbre est sain. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... D'ailleurs, pourquoi l'intégration n'a pas fonctionné correctement en France? C'est justement pour cela, parce qu'on a essayé de rayer toute cette partie racine qui est indispensable, même pour la France. Non, c'est un peu le contraire. Je veux dire, c'est pas le problème qu'on ait rayé la racine, parce que moi j'ai connu les années 80, ils en avaient rien à faire de nos origines, ça les intéressait pas. Ils voyaient un bout. C'est dommage d'ailleurs. Non mais ils s'en foutaient. Par contre, ces Algériens dans les années 80, et ça je l'ai vu à la marche pour l'égalité, ils étaient avec des Françaises, ils buvaient de l'alcool, ils étaient intégrés. Mais c'est pas ça l'intégration. Non, je parle de leur point de vue, ils étaient là-dedans en disant on fait plein d'efforts, acceptez-nous. Ils ont été refusés. On les a renvoyés dans leur origine. Si vous permettez, je pense que ce n'est pas l'intégration qui a. Ça, c'est un thème d'extrême droite, mais vraiment. Ce n'est pas l'intégration qui n'a pas été réussie, c'est l'assimilation. C'est différent. Oui, c'est l'assimilation. Non, pas non plus, il est très connoté. Hein. Non, oui, bah oui. On ne peut pas assimiler. Les gens refusent de se faire assimiler. Oui, qu'est-ce qui en sort? Juste un instant. Les descendants, déjà, les 2 troisième générations sont intégrés. Et même les dernières générations qui arrivent, moi par exemple dans ma famille, je suis la première génération, nous sommes intégrés, nous avons des emplois, nous travaillons, nous parlons la langue, nous connaissons la culture. Donc là quand on parle d'intégration, et ça c'est une thématique de l'extrême droite parce qu'elle joue sur les nuances entre l'assimilation et l'intégration. Non, les immigrés... Insertion, on n'est pas inséré, c'est pas pareil. L'assimilation, c'est un peu dans le sens digestif du terme. Bien sûr. C'est-à-dire on vous assimile. Et après dans le sens du déchet. Vous êtes assimilé, digéré. La majorité des émigrés et des enfants d'émigrés sont intégrés, respectent la loi française, travaillent, vivent normalement. Donc ils n'ont pas de problème d'intégration. Un Algérien par exemple qui arrive en France, croyez-moi, je vois ça tous les jours, c'était mon cas et c'est le cas de plusieurs personnes et de jeunes étudiants que je vois arriver à l'université. Au bout de quelques années, ils s'intègrent. Déjà, ils viennent avec des connaissances relatives en langue française, mais au bout de quelques années, ils deviennent vraiment francophones, ils s'intègrent, il n'y a pas de problème d'intégration. Ils sont plus intégrés que les Chinois, par exemple. Ce qu'il y a derrière, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours ramener à la question politique de base. C'est que pour l'extrême droite, la crise économique qui est causée par une crise politique profonde, de modèle de société, parce que le courant néo-capitaliste veut changer de système, veut changer de modèle. Et donc, la crise politique qui donne une crise économique, cette crise économique, on veut l'imputer aux émigrés, par exemple. On veut créer un bouc émissaire, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on dit par exemple le chômage. Pourquoi il y a le chômage? Parce qu'il y a des immigrés qui profitent. Pourquoi il y a des problèmes de sécurité au niveau de la caisse de sécurité sociale? Parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile. Le chômage, ça a changé, il faut préciser. J'arrive. Et on oublie de dire qu'il y a des sociétés du CAC 40 qui ne payent pas une partie de leurs impôts, qui font de l'optimisation fiscale, des gros problèmes qu'on cache
pour parler à chaque fois de Mohamed, est-ce qu'il est intégré? C'est pas par le prénom qu'on s'intègre, c'est pas par le drapeau français ou algérien, c'est par un statut social, une fonction. La question, donc il faut être vigilant par rapport à ces questions, à ces thématiques que l'extrême droite veut absolument imposer. Moi, si on me pose la question, vous porterez le drapeau français ou algérien, pour moi, c'est une non-question. C'est vraiment quelque chose sur laquelle je ne me prononcerai même pas. Je voudrais qu'on porte la même importance pour les racines. Pour moi, les racines, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas aujourd'hui... Voilà, pour pouvoir avancer, il faut se reposer sur ses racines. Et on peut être intégré et garder ses racines. Absolument. Tout à fait. Mais l'extrême droite vous dit non. Là, Zemmour vous dit... Vous allez être coupé de vos racines à tel point que même votre prénom, il faut le franciser. Je vais prendre une parole c'est pour ça qu'il faut faire la parole d'un homme connu, Milan Kundera, donc l'écrivain, disait un homme qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. C'est-à-dire que si on ne sait pas d'où on vient, on va forcément avoir des problèmes pour l'avenir. La question, par exemple, du discours d'extrême droite a évolué. Sur une question économique, ils disent plus que l'immigration est un problème par rapport au chômage. C'est fini, ils ont abandonné ça. Parce qu'aujourd'hui, le Français lambda se rend bien compte que l'immigré qui bosse... Dans les années 30, 40, ils même viennent 70. manger le pain des Français. Voilà. 50, 60. Même 60, 70. Ouais. Et après, ils ont abandonné ça parce qu'ils voient bien, le Français de base, ils voient bien, l'immigré, il travaille dans le bâtiment, dans les métiers qui sont détestés, métiers qui sont durs. Donc, on voit bien qu'ils ne prennent pas le pain des Français puisqu'il n'y a pas assez de gens pour satisfaire à ses besoins. Donc, ce discours a changé. Par contre, la question sociale, c'est vrai de dire qu'ils viennent prendre les prestations sociales est maintenue pour faire croire qu'on est des profiteurs, oubliant par là même que 10% des chefs d'entreprise en France viennent d'origine africaine. Hein. Et je parle de l'Afrique globale. Alors qu'on leur refuse de travail. Mais c'est parce qu'on leur refuse de travail qu'ils créent l'emploi. Explose littéralement dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers. 40% de chômage. 40 à 50% 4 fois plus de chômage que dans le reste de la France. Donc ils créent leur emploi. Le phénomène Uber a explosé la création d'entreprises dans les banlieues, et tant mieux, ça leur donne une indépendance. Mais il ne faut pas se tromper sur c'est vrai que le bouc émissaire fonctionne à plein régime, c'est vrai que la crise économique est violente, c'est vrai que la transition vers une économie ultralibérale va tuer tout le système social qui était installé depuis 1946, depuis De Gaulle, depuis le Conseil national. Et donc à partir de là, on va détourner l'attention. Mais c'est tellement grossier que je répète, et je vais le dire maintenant de façon à nouveau, il faut savoir une chose, c'est que le lâche qui frappe l'immigré qui est pauvre, pas soutenu, qui n'a pas de lobby, qui n'a pas les moyens de se défendre. Qui est ghettoisé. Absolument, ghettoisé. À qui on ne laisse pas d'autre choix que de se chercher une identité qui croit à la sienne. Mythifiée. J'ai là-bas, Camis, se crée un costume. pour trouver un ancrage. Absolument. Et le lâche qu'il attaque, souvent de droite ou d'extrême droite malheureusement, c'est parfaitement qu'il a en face de lui des gens faibles. Et c'est parce que nous sommes faibles qu'il tape sur nous. Il ne taperait pas sur des forts. Et donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les vraies problématiques, l'économie, c'est bien d'en parler. Wall Street, la prédation industrielle, la prédation des marchés financiers, ça fait peur, ils sont trop forts, donc on va taper sur le pauvre. Mais en vérité, dans les faits, le racisme est juste un réflexe lâche contre la force de la finance. Et surtout, on utilise, juste un instant, et surtout, on instrumentalise cette haine raciale, ethnique contre l'immigré pour démanteler des services qui bénéficient à toute la société française. C'est-à-dire, en fait... Et là aussi, on désigne un bouc émissaire. C'est-à-dire même... En quelque sorte, c'est à cause de celui-là. Bien sûr, c'est-à-dire même, en fait, ce qu'on est en train de faire, et c'est pour ça que c'est vraiment cette idéologie perverse, c'est que en fait, on enlève, même puisqu'il parle de Français de souche, on enlève aux Français de souche leurs acquis, sous prétexte de lutter contre l'immigration. Voilà. Contre le service public à l'hôpital, et je parle sous le contrôle du docteur. Quand le service public, quand l'hôpital public est démantelé, c'est pas que les immigrés qui vont en souffrir. Une petite note positive tout de même, je tiens à préciser. Aujourd'hui, c'est bien, ça revient sur la question sociale. Aujourd'hui, les Français ne manifestent pas pour foutre les immigrés dehors, c'est fini ça. Ça n'a jamais existé en réalité. Ils manifestent pour les questions sociales et n'ont jamais quitté la question sociale, qui est la première inquiétude. Le jour où on aura une manifestation de plus de 10 000 personnes qui dit on dégage l'immigration, on en veut aux étrangers, à ce moment-là, on sera inquiet. Mais il n'y a même pas. Ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, nous allons en parler dans la dernière partie de l'émission. Mais avant, puisque nous avons aujourd'hui dit des choses sur une certaine presse, je précise, une certaine presse, pas la presse française, je tiens quand même à saluer le courage, la générosité, la droiture, le grand professionnalisme de certains journalistes français qui, dans un climat délétère, toxique, sont vent debout contre ces pratiques. Je n'en citerai que 3, mais il y en a beaucoup. Jean-Michel Apathy, Yann Barthès, Edwy Plenel, et il y en a beaucoup d'autres qui sont dans le bain. Ce n'est pas facile
où le boycott et la marginalisation font rage et qui tiennent le coup contre cette véritable marée de haine, il fallait le dire. Sinon maintenant, j'aimerais que nous parlions un peu, il nous reste une vingtaine de minutes, même pas, de ce nouveau football qui est en train de naître, qui semble beaucoup plus fraternel, qui rassemble, qui laisse émerger des équipes comme les Lions de l'Atlas, qui ont suscité l'admiration planétaire, j'allais dire, et qui rapprochent les peuples et qui les fait se reconnaître dans un même élan. J'aimerais que nous puissions parler un peu de ce côté positif des choses, pour ne pas être que dans le négatif. Alors moi je voudrais tout d'abord, tout à l'heure on a parlé des Jeux Olympiques en 1894-96 et l'initiative de Pierre de Coubertin, qui quelque part, mais c'est entre nous, on ne va pas le répéter, c'était un grand raciste et qui voulait faire ce qu'on appelle il voulait magnifier l'Occident à travers sa bourgeoisie et puis surtout également et ses préjugés sur le sexe et sur la race. En tout cas, au moins, il voulait préserver les privilèges à l'époque. Heureusement, comme quoi la guerre... C'était dans l'air du temps. La Grande Guerre est venue chambouler tout ça. Malheureusement, aujourd'hui, la chose a changé. Le sport est devenu populaire. Et quoi de plus populaire que le foot? Et peut-être c'est une leçon de vie qu'il faut donner à tous nos jeunes qui commencent. Leur dire que, comme cette équipe marocaine qui a marqué l'histoire, qui a marqué cette Coupe du Monde, leur dire qu'avec le travail, avec la persévérance, avec la croyance, avec la confiance en eux et dans cette autorité divine, on pourrait avancer, on pourrait gagner. Bien sûr, là, cette fois-ci... Quand vous dites autorité divine... Parce que toujours, vous savez que quelque part... Quand l'autorité divine, c'est l'éternel. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, ben voilà, se faire confiance, et confiance aussi à son sort, à ce que l'éternel lui a prescrit et prescrit pour l'avenir. Mais ça, quelle que soit la religion, on a cette croyance, et quand on a la foi, parce que quand on dit à quelqu'un, vous avez la foi, vous pouvez avancer, et bien justement, ces Lions de l'Atlas avaient cette foi, aussi ce respect des parents, parce que vous savez que quand je vois les footballeurs ramener leur mère, leur père, les embrasser après ça, et puis quand ils font la shahada, le fait de dire que, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ce geste, que quelque part nous sommes, on dit d'ailleurs en islam, on dit nous sommes à Dieu et vers lui nous retournerons, que quelque part il faut qu'on fasse que notre chemin de courte période sur cette terre doit être toujours émaillé par de bonnes choses, par de bonnes actions. Il faut qu'on laisse derrière nous une bonne odeur, voilà, pour pouvoir et donner surtout l'exemple. Et cette équipe du Maroc, voilà, elle mérite notre respect à plus d'un titre. Elle mérite notre respect tout d'abord par le travail magnifique, gigantesque, par ce sélectionneur à qui je rends également hommage. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'entendre le président de la République, Emmanuel Macron, parler de baraka pour Didier Deschamps. Oui. Moi, je dis aujourd'hui que l'équipe du Maroc avait la baraka, et tant mieux. Voilà. Alors, nous allons voir cet extrait de vidéo, et puis j'aurai une question pour Karim. L'Algérie, le peuple algérien, n'a strictement aucun problème avec le peuple marocain. Le peuple algérien n'a aucun souci avec le peuple marocain. Oui. Le peuple algérien est l'un des plus fervents supporters de l'équipe nationale marocaine actuellement. Regarde les images à Alger, sur les écrans géants à Alger, tu serais étonné. Qu'il y ait des bisbilles entre les gouvernements, c'est leur problème, c'est le problème de politique. Là, on est dans du football. Là, on est dans un effet, là, on est dans une Coupe du Monde, c'est un match de football. Donc, on remet les choses à leur place, ça reste un match de football. Les peuples algériens et marocains, ce sont des voisins, ils sont frères et ils resteront frères. Et les Algériens pour les Marocains, les Tunisiens pour les Marocains, les Qataris pour les Marocains. Excuse-moi, Mehdi. Non, mais je suis désolé. Karim, ce football nouveau qui, j'allais dire, qui met bas toute une stratégie vraiment
scélérate, chafouine, sordide, montée de toutes pièces pour diviser les peuples marocains et algériens. Et voilà qu'un match, toute l'Algérie soutient l'équipe du Maroc, sort dans la rue, dans les cafés, pousse des you-you. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que ce football aujourd'hui, qui a toujours servi aux États pour domestiquer, pour anesthésier un peu leurs peuples respectifs, donnez-leur du pain et des jeux, hein, depuis Juvénal, l'Empire romain, qui aujourd'hui devient une sorte de terreau où se construit la résistance. Je vous rappelle le Hirak algérien qui est sorti du stade, la Casa del Moradia. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on nous prépare pour la fin la Casa del Moradia, pour finir avec. Karim, c'est quoi ce football qui est en train de devenir un terrain de résistance et de fraternité? Oui, d'ailleurs, c'est la belle surprise de cette Coupe du Monde. Moi, qui était habituellement j'étais pas très football, je voyais ça comme un moyen c'était l'opium un peu des peuples modernes, mais il y a eu quand même, on l'a vu, et cette fois-ci ça se confirme, on a vu quand même que le football en particulier ouvre des espaces, des territoires qui échappent au contrôle des États. Et on l'a vu en Algérie, comment vous l'avez bien exprimé, comment le Hirak, qui était le mouvement contestataire populaire, révolutionnaire dans sa symbolique, est sorti quand même des stades. Donc c'est la même chose même au Maroc. On trouve les slogans scandés dans les stades, ce sont des slogans profondément politiques, politisés, avec une vision politique incroyable. Donc ça, c'est très bien, mais la belle surprise maintenant, c'est cet élan de fraternité que nous, on avait toujours vu de toute façon, mais maintenant c'est manifesté aux yeux du monde entier. On a vu, par exemple, que le peuple algérien a soutenu l'équipe marocaine et ça a été vraiment très bien vu par les Marocains. Il y a eu même des images à un certain moment des habitants de deux régions frontalières qui se rencontraient, qui se félicitaient à distance, avec une symbolique quand même de frontières fermées. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que réellement, ce sont des peuples frères. Hein. Et moi, je crois même à la fraternité dans l'humanité complète. Donc déjà, ça c'est un acquis parce qu'il y a eu un ensemble de manipulations pour faire exploser, pour faire éclater dans la région, pour balkaniser la région et faire éclater un affrontement néocolonial, une guerre des grandes puissances mondiales par proxy dans la région. Donc là, ça a été définitivement écarté parce qu'on voit très bien que les Algériens et les Marocains ne se feront jamais la guerre, quels que soient les problèmes. Il y a des problèmes d'enjeux stratégiques dans la région, c'est de la géopolitique. C'est des problèmes qui doivent être réglés au niveau politique, mais on n'arrivera jamais à un affrontement militaire. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis, l'autre chose qui est très symbolique, lorsque je vous parlais de cette symbolique des deux peuples qui veulent se rencontrer, mais qui ont des frontières fermées, on voit ce qu'on disait, nous, dans le mouvement du Hirak, hein, c'est-à-dire qu'actuellement, les peuples dans la région ne vivent plus dans la même dimension temporelle, historico-temporelle que les gouvernements. C'est-à-dire les régimes de tous ces pays, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, mais notamment ces trois pays de l'Atlas, réellement sont en retard par rapport à leur jeunesse, par rapport à leur peuple, qui aspirent vraiment à entrer pleinement dans cette modernité qui s'ouvre à nous. Hein. Ce sont des peuples qui portent un espoir d'épanouissement pour la région, mais qui malheureusement pour l'instant, ils sont retenus par l'ignorance et la bêtise des régimes en place. Une seconde, parce que là, il y a des frontières totalement factices. Quand on n'a pas besoin de faire polytechnique pour voir, c'est la règle. Vous savez, la ligne est droite. Hein. Toute l'Afrique est issue de frontières coloniales. Absolument. Toutes les frontières ont été tracées par un crayon de colon. C'est dommage. Toutes.
toutes les frontières. Mais on peut sortir, si on a des régimes intelligents, si on a des changements de régime, on peut sortir par le haut de ces problèmes. Alors, juste je vous montre un signe pour la caméra. Ça, c'est un tableau très célèbre d'un personnage, Jean-Baptiste, qui sourit, dessiné, peint par Léonard de Vinci. Jean-Baptiste qui montre le ciel. Donc il fait la shahada quelque part. Si on veut s'amuser dans ce genre d'image. Ah, vous parlez de plafond Sixtine. Oui, la fameuse. Le dieu qui touche du doigt. Non, pas du tout. Non, je parle vraiment. Non, je parle de Léonard de Vinci. Il a fait un tableau qui est moins connu que la Joconde, avec le même type de sourire. C'est Jean-Baptiste sur un fond noir qui montre le ciel. C'est un magnifique tableau clair-obscur. La shahada alors. Voilà, c'est la shahada. Donc c'est bien parce que c'est exactement le même geste. Donc, ça me fait rire parce qu'on peut interpréter à l'envie. Alors maintenant, pour revenir à ce qui a été dit, moi, il y a une chose qui me sensibilise, c'est le hirak marocain. Parce que c'est né au Maroc, on l'oublie toujours, mais le Maroc a été une source quelque part d'inspiration indirecte de l'Algérie. Le hirak marocain, c'est ce malheureux Zafzafi qui a pris 20 ans de prison, alors qu'il demandait des droits sociaux, comme en Algérie demeurant. Eh bien, ça doit nous rappeler que ces peuples communiquent entre eux et s'aiment. Et c'est vrai qu'en dépit de cette brouille politique qu'on connaît, qui effectivement peut se comprendre, moi je ne juge pas, c'est une brouille politique qui est dommage, à mon sens, que le Maghreb devrait être uni plutôt que désuni, il n'en demeure pas moins que cette ferveur populaire qui est merveilleuse. Et je tiens à préciser que même la victoire française est entachée de troubles parce que je rappelle qu'il y a un pénalty refusé à la 27e minute. L'attaquant, non, je parle du premier pénalty, c'est plus grave, se fait siffler, prend un carton jaune alors qu'il est victime dans la zone de réparation d'attaques violentes. Et pas normal. On ne va pas refaire le match. J'espère que les Marocains ne vont pas reprendre cette idée de algérienne. Ça a été fait. Ça a été fait. Ils ont fait une demande officielle, ça ne donnera rien. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un peu dérangeant parce que c'est dommage, ça faussait un peu le match. Mais quoi qu'il en soit, ils ont joué avec le cœur. Ils ont été merveilleux. J'étais sur les Champs-Élysées avec tous les Algériens, Marocains, Tunisiens parce qu'on ne faisait aucune différence. On a festoyé dans les conditions difficiles parce qu'on n'aime pas trop le froid. On y a été tout de même. Et je dis simplement, c'est que cette équipe du Maroc a montré une chose. Le Sud peut y arriver. A dit, grâce à nous, 10 équipes en Coupe du Monde. Grâce à nous, il n'y a plus la honte ou ce complexe qu'on connaissait de dire l'Occidental est invincible. Ils ont battu 4 des plus grandes 12e équipes mondiales, dont la meilleure équipe après le Brésil, la Belgique. Donc ça dit des choses. Et moi, je pense que ce qu'on doit retenir dans cette épopée, c'est une épopée, c'est une épopée victorieuse, une épopée extraordinaire qui a été coupée en bout de course parce qu'évidemment, c'était dur. Il n'en demeure pas moins que cette équipe, samedi, il y a quand même la 3e place, il ne faut pas l'oublier. Il y a encore un match qui va jouer, retour pour le coup contre la Croatie. Cette équipe a brillé et elle nous donne des espoirs positifs. Parce que ça va nous sortir de la léthargie qui se disait l'occidental est meilleur parce que naturellement meilleur, voilà, et nous inférieurs. C'est faux, preuve en est, la dernière équipe africaine qui joue en Coupe du Monde, c'est l'équipe de France. François, vous allez avoir le mot de la fin. Je dirais tout d'abord que cette Coupe du Monde, elle nous a permis tout d'abord de voir des sportifs iraniens qui n'ont pas chanté l'hymne national. Et pourtant, ils étaient reçus juste quelques temps auparavant par le président Raisi. On a vu des drapeaux palestiniens, des drapeaux qui sont aujourd'hui la cause palestinienne, elle est oubliée. Pourtant, c'est un peuple qui subit la plus grande injustice. Et aujourd'hui, soit avec le système du veto en Conseil de sécurité qui n'a absolument aucun sens, aujourd'hui nous avons un peuple, on défend la justice, on défend le droit. Or, ici, à nos frontières, pas très loin, à 4 heures de Paris, nous avons un peuple qui vit dans une prison à ciel ouvert. Et puis tous ceux il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir qu'il y a tout d'abord cette injustice et qu'il n'y a pas toujours de politique dans le sport. Il y a la politique avec le sens noble du terme. La politique et le sport, c'est un couple fidèle. Le sport et la diplomatie est un couple fidèle. Et puis également, malheureusement, mais c'est le jeu, c'est aujourd'hui, le sport est devenu la marchandise des puissants. Aujourd'hui, avec les transmissions télévision qui coûtent des milliards à travers le monde. Donc aujourd'hui, le sport, par contre, il est en train voilà, il y a une forme d'émulation. Et surtout avec cette Coupe du Monde au Qatar, on a mis en exergue cette unité, cette spécificité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a pour la première fois depuis la création de la Coupe du Monde, nous avons en 8e de finale une équipe africaine. Ça mérite quand même que ça soit souligné. On a une équipe qui a fait peur à toutes les équipes.
Et puis pendant le match, je ne vous cache pas que j'étais marocain. C'est en demi-finale, c'est pas en huitième. Non, je parle. Non, en demi-finale, ils étaient. Le Maroc était présent en demi-finale, mais tous les continents étaient présents. Oui, tous les continents. Tous les continents étaient présents en huitième de finale, et c'était la première fois. Non, c'est déjà arrivé en 2000. Non, c'est la première fois. Tous les continents. Non, vraiment, c'est déjà arrivé avant. On ne faisait pas attention. En tout cas, peut-être. En tout cas, en tout état de cause. Par contre, je voudrais rejoindre sur un point parce que j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit par rapport à Pierre de Coubertin qui est encensé. C'est vrai, c'est bien de le rappeler, c'était un raciste, mais ça a été très loin. Les Jeux de 36, il valide. Il félicite les nazis. Il dit c'est vraiment un bon esprit sportif. C'est Coubertin qui parle par rapport à la renaissance de la Grèce antique qui a été valorisée par les nazis qui ont d'ailleurs inventé le principe du flambeau. Et pourtant, on a des stades qui s'appellent le stade de Coubertin encore. Donc voilà, c'est un peu. Imaginons si on avait un stade d'Ashahada. Merci beaucoup, chers amis. François Deroche, Karim Naïtousliman, Gamal Abina. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Nous vous quittons sur cette chanson qui avait fait le Hirak algérien, enfin qui l'a quasiment initié depuis un stade. Et nous saluons donc ce sport qui aujourd'hui a été en quelque sorte recouvré par les peuples, ce sport qui avait jusque-là toujours servi pour endormir les peuples, les canaliser. Et il semble que ce soit en train d'échapper à ces régimes qui le manipulaient. Merci beaucoup. Bravo à la khair, bislama.